Allison Lane Martin. Prenez place au 57e tribunal de district du Michigan, où Allison Lane Martin est sur le point d'être condamnée. Cette jeune femme de 23 ans fait face à un procès qui a choqué la communauté du sud-ouest du comté d'Allegan. Elle est accusée d'avoir brutalement assassiné son ancien petit ami et d'avoir brûlé son corps. Restez à l'écoute pour découvrir les faits incroyables qui entourent cette affaire et assister à l'incrédulité des Karen impliqués. Tout a commencé par une journée fatidique de novembre 2009 dans la ville tranquille de Casco Township, située dans le sud-ouest du comté d'Allegan. La communauté a été ébranlée par une découverte macabre qui allait démêler un écheveau de tromperie et de tragédie. Le 14 novembre 2009, les autorités ont reçu un appel inquiétant signalant un véhicule incendié dans une zone isolée près du canton. Répondant à l'appel, les forces de l'ordre sont arrivées sur les lieux et ont trouvé un véhicule carbonisé, émettant une étrange lueur dans l'obscurité. Mais ce qu'ils ont découvert ensuite allait faire l'effet d'une onde de choc dans la communauté. Près du véhicule, ils ont trouvé le corps brûlé et sans vie d'un jeune homme de 25 ans, Brandon Silverlight. L'enquête initiale a révélé que Silverlight avait eu une relation avec Allison Lane Martin, une jeune femme de 23 ans qui allait bientôt devenir la principale suspecte de son meurtre. Le lien entre la victime et l'accusé a ajouté une couche glaçante à cette affaire déjà choquante. Au fil de l'enquête, les autorités ont découvert une série d'événements troublants qui ont conduit à la disparition prématurée de Silverlight. Il a été révélé que Martin et son co-accusé, Justin Andrew Terpstra, auraient comploté ensemble pour commettre le meurtre. Le mobile du crime reste un mystère, mais les preuves commencent à dépeindre un tableau sombre. Les enquêteurs ont méticuleusement passé au peigne fin la scène de crime, recueillant des éléments de preuve cruciaux qui joueront plus tard un rôle déterminant dans le procès. 4 jours après la découverte du corps de Silverlight, le médecin légiste a conclu à un homicide, confirmant ainsi les pires craintes de la communauté. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, l'attention s'est portée sur Allison Lane Martin et Justin Andrew Terpstra. Tous deux ont été inculpés de meurtre ouvert et d'association de malfaiteurs en vue de commettre un meurtre, des délits passibles de la prison à vie. L'accusation a brossé un tableau effrayant d'un complot meurtrier calculé. Elle a affirmé que Martin et Terpstra avaient conspiré ensemble pour mettre fin à la vie de David Silverlight, pour des motifs qui seraient bientôt révélés. L'accusation a également présenté des enregistrements téléphoniques, des messages textuels et des images de surveillance qui impliquent les accusés dans cet acte odieux. Le procès a duré des semaines, chaque jour apportant son lot de révélations et de rebondissements. Enfin, après un procès long et ardu, le moment est venu. Le jury a rendu son verdict et la salle d'audience a retenu son souffle. Allison Lane Martin et Justin Andrew Terpstra ont été déclarés coupables de tous les chefs d'accusation. Le juge, tenant compte de la gravité du crime et de son impact sur la communauté, a condamné Allison Lane Martin et Justin Andrew Terpstra à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Dès que Madame Martin a entendu le verdict du juge, elle a fondu en larmes. Taylor Chabuzines. Nous nous rendons ensuite au tribunal du comté de Brown, où Taylor Chabuzines a récemment été condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle pour le meurtre brutal et le démembrement de son ex-petit ami. Mais ce qui rend cette histoire encore plus choquante, c'est la réaction de Chabuzines elle-même, surnommée Angry Karen, en raison de ses crises explosives pendant le procès. Préparez-vous à découvrir les détails incroyables du crime, le procès qui a captivé la nation et la sentence choquante qui a laissé tout le monde incrédule. Notre histoire commence dans la ville tranquille de Green Bay, dans le Wisconsin, où Taylor Chabuzines et Chad Tyrion se sont retrouvés empêtrés dans une relation tumultueuse. C'est en février 2022 que les événements qui allèrent changer leur vie à jamais se sont déroulés. Chabuzines et Tyrion passaient du temps ensemble, s'adonnant à l'attrait dangereux de la méthamphétamine. Ils étaient loin de se douter que cette nuit-là marquerait le début d'un horrible cauchemar. Au fil de la nuit, alimentés par les effets de la drogue, les tensions entre Chabuzines et Tyrion s'intensifient. Ce qui avait commencé comme une soirée apparemment ordinaire a pris une tournure sinistre. Dans un accès de rage, Chabuzines a étranglé Tyrion, mettant fin à sa vie dans un moment de violence inimaginable. Mais l'horreur ne s'est pas arrêtée là. Chabuzines, animé par une noirceur que peu de gens peuvent comprendre, a procédé à la décapitation et au démembrement du corps sans vie de Tyrion. Cet acte effroyable est une démonstration glaçante de la profondeur de sa dépravation. Avec les restes sans vie de Tyrion en sa possession, Chabuzines s'est lancé dans une mission macabre. Elle éparpilla les morceaux de son corps dans toute la maison, laissant une traînée d'horreur dans son sillage. La maison, autrefois paisible, est devenue une scène de crime obsédante, témoignant des actes innommables commis entre ses murs. Il n'a pas fallu longtemps pour que la vérité commence à se dévoiler. La mère de Tyrion, ignorant tout des horreurs commises, fit une découverte choquante. Elle tomba sur la tête coupée de son fils dans un seau au sous-sol.
une vision qui la hantera à jamais. Paniquée, la mère de Tyrion a immédiatement contacté les autorités. La police arrive sur les lieux, accueillie par une scène d'une horreur inimaginable. L'enquête qui suivit révéla la véritable ampleur des actes monstrueux de Shabuznes. Alors que les preuves s'accumulent contre elle, Shabuznes est arrêtée le 23 février 2022. Le procès qui allait déterminer son sort allait être l'un des plus choquants et des plus dérangeants de l'histoire récente. Au début du procès, Taylor Shabuznes, connue pour ses accès de colère explosifs, a rapidement été surnommée Angry Karen. Son comportement dans la salle d'audience était tout simplement choquant. À plusieurs reprises, elle a piqué des crises de rage, affichant un niveau de colère et de défi qui a laissé tout le monde incrédule. La première explosion de Shabuznes s'est produite lors d'une audience en février 2023. Dans une démonstration choquante de violence, elle a attaqué son propre avocat, Queen Jolie, au milieu de la salle d'audience. Le chaos s'est ensuivi lorsque les adjoints se sont précipités pour la maîtriser et l'ont finalement jetée à terre. L'incident a laissé la salle d'audience en état de choc et a renforcé sa réputation d'individu imprévisible et dangereux. Tout au long du procès, la colère et la défiance de Shabuznes se sont manifestées au grand jour. Elle s'est fréquemment opposée à l'accusation, criant des obscénités et lançant des insultes à quiconque osait la défier. Ces acquêts de colère ont perturbé la procédure, entraînant des retards et ajoutant à l'atmosphère déjà tendue de la salle d'audience. Malgré son comportement instable, l'avocat de Shabuznes, Christopher Fröhlich, a plaidé pour la compréhension. Il a affirmé qu'elle n'était pas un monstre, mais plutôt une jeune femme perturbée qui s'était égarée. Fröhlich a maintenu qu'il y avait encore de l'espoir pour sa réhabilitation, malgré les crimes odieux qu'elle avait commis. Mais au fur et à mesure que le procès avançait, il est apparu clairement que les actions de Shabuznes étaient motivées par une noirceur que peu de gens pouvaient comprendre. Le jury a écouté avec horreur les détails de ces crimes brutaux. Il a perçu les tentatives de la défense pour l'humaniser et a reconnu la véritable nature de ses actes. Lorsque le moment est venu pour Shabuznes de s'adresser au tribunal avant sa condamnation, elle est restée silencieuse. Lorsqu'on lui a demandé si elle avait quelque chose à dire, elle a simplement répondu « Non, il n'y a rien à dire ». Son refus de parler ou de montrer des remords n'a fait que renforcer l'image d'une personne impénitente et dangereuse. Enfin, le moment est venu. Le juge Walsh, pleinement conscient de la gravité de l'affaire, prononce sa sentence. Il a déclaré que Taylor Shabuznes passerait le reste de sa vie en prison, sans possibilité de libération conditionnelle. Cette sentence garantit que Shabuznes ne pourra plus jamais nuire à autrui, même si elle savait qu'elle passerait le reste de sa vie en prison. Madame Shabuznes a parlé en silence tout au long de la séance, sans manifester la moindre émotion. Kamia Gamet. Au tribunal du comté de Jackson, une scène dramatique se déroule lors de la condamnation de Kamia Gamet. Kamia Gamet et son petit ami, Marcel Hill, partageaient un appartement à Jackson, dans le Michigan. Leur relation était instable, marquée par la violence et la toxicomanie. Mais ce qui s'est passé lors de cette nuit fatidique de mai 2013 allait tout changer. Rejoignez-nous dans la salle d'audience pour découvrir les détails du crime, le procès dramatique et l'explosion du juge lors de la condamnation. Kamia a eu une enfance tumultueuse. Elle a été élevée dans des familles d'accueil et a déclaré avoir été victime d'abus sexuels de la part d'un père adoptif. Ce passé traumatisant semble l'avoir marquée, car ceux qui la connaissaient étaient bien conscients de sa tendance à la violence et de son abus de drogue. Marcel, quant à lui, était diplômé de l'enseignement secondaire et travaillait dans un restaurant rapide. Décrit comme amical et enfantin, il luttait contre des limitations cognitives qui l'empêchaient d'accomplir les tâches quotidiennes les plus simples. Contrairement à Kamia, Marcel n'avait pas la moindre once de violence dans le corps. La relation entre Kamia et Marcel était loin d'être harmonieuse. C'était un mélange explosif d'amour, de colère et de dysfonctionnement. Leur dynamique de couple bizarre a fini par coûter la vie à Marcel. Les signes de trouble étaient évidents bien avant que les événements fatals ne se produisent. Un an plus tôt, dans un accès de rage, Kamia avait poignardé Marcel avec un couteau. Il est choquant de constater qu'elle a pris sur elle de recoudre sa blessure et que ni l'un ni l'autre n'a signalé l'agression aux autorités. Cet incident troublant laissait présager la violence à venir, mais les abus ne s'arrêtent pas là. À une autre occasion, Kamia a envoyé Marcel à l'hôpital avec un poumon perforé. L'agression était grave, mais elle n'a pas conduit à son arrestation. Le cycle de la violence s'est poursuivi, atteignant des sommets de brutalité. En mars 2013, la situation a empiré. Kamia a de nouveau déchaîné sa rage sur Marcel, cette fois en le frappant à la tête avec un marteau. L'agression était si grave qu'un procureur du comté de Jackson l'a inculpé de violences domestiques et d'agression criminelle. Cependant, la peur de Marcel et son refus de coopérer avec les forces de l'ordre ont contraint le procureur à classer l'affaire. Il semble que la justice lui ait échappé, mais la tempête était loin d'être terminée. Au petit matin du samedi 18 mai 2013,
un voisin a passé un appel glaçant au 911. Il a signalé une scène inquiétante de violence domestique dans l'appartement de Camilla et Marcel. À leur arrivée, les policiers ont trouvé Camilla couverte de sang qui titubait à l'extérieur. Ses paroles étaient confuses et son comportement erratique. À l'intérieur de l'appartement, ils ont découvert une scène de dévastation totale. Les meubles sont brisés, le lampadaire est cassé et l'air est chargé d'une odeur de sang. Les officiers font une découverte macabre. Marcel Hill, l'âme douce prise dans la tempête, gisait sans vie, son corps portant les marques d'une attaque brutale. Marcel avait été matraqué à plusieurs reprises avec des objets durs, vraisemblablement la lampe cassée et une poêle à frire. Il avait été poignardé 11 fois et son torse avait été largement ouvert à l'aide d'un couteau. Le niveau de violence était inimaginable et témoignait de la rage de Camilla. Les policiers n'ont pas perdu de temps pour appréhender Camilla. Elle a été arrêtée le soir même et, le mercredi 20 mai 2013, un procureur du comté de Jackson l'a inculpé d'homicide criminel ouvert. Le décor était planté pour un procès qui allait captiver la nation et exposer les dessous sombres d'une relation toxique. Le procès pour meurtre de gamètes a débuté fin février 2014, attirant l'attention nationale sur la petite ville de Jackson, dans le Michigan. La procureure adjointe en chef, Cathy Rezmierski, n'a pas perdu de temps pour brosser un tableau saisissant de Camilla Gamette, une personne violente et une menteuse avérée. Elle a affirmé que Camilla Gamette avait délibérément et sciemment battu, poignardé et tailladé Marcel Hill à mort. L'avocat de la défense, Anthony Radoiseau, avait une tâche difficile à accomplir. Il devait convaincre le jury que Gamette avait agi par peur et en état de légitime défense. Dans son exposé introductif, M. Radoiseau a raconté au jury une histoire différente. Il a affirmé que la nuit du meurtre, Gamette s'était réveillée d'un état de stupeur dû à la drogue en entendant un bruit de verre brisé. Croyant qu'elle était attaquée par un intrus, elle s'est emparée d'une lampe et d'un couteau pour se défendre. Selon M. Radoiseau, Mme Gamette a agi sous l'emprise de la peur et s'est infligé des blessures pour tenter de se protéger. Toutefois, lorsque Mme Gamette a dû témoigner en son nom propre, sa crédibilité a été mise à mal. En racontant son histoire de légitime défense, elle n'est pas apparue comme un témoin crédible ou sympathique. Son comportement et ses déclarations incohérentes ont miné ses affirmations, laissant le jury dubitatif quant à sa version des faits. Après 6 jours de témoignages à charge, le jury a eu la lourde tâche de déterminer le sort de M. Gamette. Il a délibéré pendant une courte période avant de rendre un verdict de meurtre au premier degré le 5 mars 2014. La salle d'audience a été envahie par l'émotion à la lecture du verdict, ce qui a permis à la famille éplorée de Marcel Hill de tourner la page. L'audience de détermination de la peine, qui s'est tenue le 16 avril 2014, a été marquée par une explosion de colère de la part du juge John McBain, de la cour de circuit du comté. Alors qu'une des tantes de Marcel Hill présentait un exposé sincère, Mme Gamette a levé les yeux au ciel et s'est esclaffée. Ce spectacle a exaspéré le juge, qui s'est adressé directement à Mme Gamette pour lui faire part de son indignation face à ses agissements. Finalement, le juge McBain a condamné Camilla Gamette à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Isabella Guzman. Notre prochaine affaire se déroule au tribunal du comté d'Arapahoe, où nous nous penchons sur le cas effrayant d'Isabella Guzman, une jeune femme dont le nom est devenu synonyme d'horreur et de tragédie. Isabella a choqué le monde entier en assassinant brutalement sa mère dans leur maison d'Aurora, dans le Colorado. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'étrange comparution d'Isabella devant le tribunal et sa célébrité sur TikTok ont ajouté une nouvelle couche d'intrigue à cette affaire déjà choquante. Prenez place pour découvrir les détails troublants du crime d'Isabella Guzman, de son procès et de sa condamnation. L'histoire d'Isabella Guzman commence par une enfance difficile, marquée par des problèmes de comportement et une relation tumultueuse avec sa famille. Dès son plus jeune âge, Isabella a montré des signes d'instabilité, ce qui a conduit sa mère à prendre la décision difficile de l'envoyer vivre avec son père biologique, Robert Guzman. En grandissant, Isabella est retournée vivre avec sa mère, Yoon Mi-Hoy, mais ses difficultés ont persisté. Elle a abandonné l'école secondaire et sa relation avec sa mère s'est rapidement détériorée. Selon le beau-père d'Isabella, Ryan Hoy, elle est devenue de plus en plus menaçante et irrespectueuse envers sa mère, ce qui a provoqué des tensions et des conflits au sein du foyer. Le point de rupture s'est produit lors d'une journée fatidique en août 2013. Le mardi 27 août, Isabella et sa mère se sont engagées dans une dispute particulièrement désagréable qui s'est terminée par un crachat au visage de sa mère. La tension entre elles a atteint son paroxysme et la situation est devenue de plus en plus explosive. Le lendemain matin, Yoon Mi-Hoy a reçu un courriel d'Isabella qui disait simplement « Tu vas payer ». Terrifié par ce message inquiétant, Yoon Mi-Hoy a pris la décision difficile d'appeler la police pour demander de l'aide et la protection de sa propre fille.
La police est arrivée à la maison cet après-midi-là et a parlé avec Isabella, l'avertissant que sa mère avait légalement le droit de la mettre à la porte si elle ne commençait pas à la respecter et à suivre ses règles. Dans un ultime effort pour résoudre l'escalade du conflit, Yoon Mi-hoi a contacté le père biologique d'Isabella, Robert Guzman, pour lui demander de venir parler à leur fille. Robert a parlé à Isabella de l'importance du respect des parents, espérant lui faire comprendre la gravité de ses actes. Il pensait que leur conversation avait progressé, qu'il l'avait touchée à un certain niveau. Il était loin de se douter que la tragédie n'était qu'à quelques heures de là. Dans la nuit du 28 août 2013, Yoon Mi-hoi est rentrée chez elle après avoir travaillé, sans savoir que ce serait sa dernière nuit en vie. Elle a informé son mari, Ryan Hoi, qu'elle montait prendre une douche, sans se douter de l'horreur qui l'attendait. Ryan Hoi a entendu un bruit sourd suivi de cris à glacer le sang provenant de la salle de bain de l'étage. Pris de panique, il s'est précipité à l'étage, désespéré de sauver sa femme du cauchemar qui se déroulait derrière cette porte verrouillée. En arrivant dans la salle de bain, Ryan a trouvé la porte fermée à clé, Isabella se trouvant de l'autre côté et poussant contre la porte. Du sang suintait sous la porte, un spectacle glaçant qui lui a donné des frissons. La mère d'Isabella, Yoon Mi-hoi, a prononcé un dernier mot, Jéhovah, avant qu'Isabella ne sorte de la salle de bain, un couteau ensanglanté à la main. Elle est passée devant Ryan, les yeux fixés devant elle, comme en transe. Ryan se précipite dans la salle de bain et découvre le corps sans vie de sa femme, Yoon Mi-hoi, allongée nue sur le sol. Elle avait été sauvagement poignardée 79 fois au visage, au cou et au torse. La brutalité de l'attaque est inimaginable, une scène horrifiante qui hantera à jamais ceux qui en ont été témoins. Isabella Guzman avait pris la fuite, laissant derrière elle une traînée de sang et de dévastation. La police a lancé une chasse à l'homme, avertissant le public qu'Isabella était armée et dangereuse. Ce n'est que le lendemain qu'Isabella a été appréhendée dans un parking voisin, son soutien-gorge de sport rose et son short turquoise encore taché du sang de sa mère. La réalité choquante de ce qu'elle avait fait a commencé à se faire sentir. La salle d'audience était pleine d'impatience lorsqu'Isabella Guzman s'est présentée à l'audience de mise en accusation le 5 septembre 2013. Lorsqu'elle est finalement arrivée dans la salle d'audience, son comportement était loin d'être empreint de remords. Au lieu de cela, elle a fait une série de grimaces bizarres à la caméra, souriant et montrant ses yeux, comme si elle se délectait de l'attention. Le plaidoyer d'Isabella était non coupable, mais avec un rebondissement. Elle a plaidé non coupable pour cause d'aliénation mentale. La salle d'audience a été laissée en état de choc lorsqu'un médecin a déclaré qu'Isabella souffrait de schizophrénie et qu'elle avait eu des délires pendant des années. Selon le médecin, Isabella croyait sincèrement qu'elle tuait une femme nommée Cecilia pour sauver le monde. Elle ignorait totalement qu'elle était en train de poignarder à mort sa mère, Yoon Mi-hoi. Le juge a examiné attentivement les preuves présentées et a finalement accepté le plaidoyer d'Isabella de non-culpabilité pour cause d'aliénation mentale. Il a ordonné qu'elle soit internée à l'Institut de santé mentale du Colorado, à Pueblo, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus un danger pour elle-même ou pour la communauté. Shelby Isaac. Rendez-vous dans un tribunal de Memphis où l'affaire troublante de Shelby Isaac, une jeune femme, est sur le point d'être condamnée pour un triple homicide. Mais ce qui rend cette histoire encore plus choquante, c'est la tournure inattendue qu'a prise son accès de colère pendant le procès, ce qui lui a valu le surnom de « Angry Karen ». Rejoignez-nous pour explorer les détails de cette affaire effrayante, du crime lui-même au drame qui s'est déroulé dans la salle d'audience. Préparez-vous à être captivé par les événements choquants entourant la condamnation de Shelby Isaac et sa réaction explosive. Le quartier tranquille de Westchester Circle est sur le point de devenir le théâtre d'un crime odieux qui va ébranler la communauté dans ses fondements. Eddie Tate II et Edwina Thomas, un jeune couple qui attendait son premier enfant, vaquaient à leurs occupations lorsque la tragédie a frappé. Selon les preuves présentées au cours du procès, Shelby Isaac, alors âgé de 19 ans, s'est disputé avec Eddie Tate et Edwina Thomas au sujet de l'achat de tissage pour cheveux. Il s'agissait apparemment d'une affaire banale qui aurait pu être résolue pacifiquement. Mais personne ne se doutait que ce différend apparemment insignifiant allait se transformer en cauchemar. Le 22 janvier 2016, les tensions ont atteint un point d'ébullition. Isaac, animé par la colère et le désir de récupérer son argent, a pris une décision qui allait changer à jamais le cours de plusieurs vies. Armée, elle a affronté Tate et Thomas, déclenchant une vague de violence qui allait leur coûter la vie, ainsi qu'à leur bébé à naître. Les détails du crime sont vraiment horribles. Des coups de feu ont retenti, se répercutant dans le quartier tranquille, et la vie de 3 personnes innocentes a été tragiquement interrompue. À la suite de ce crime, les autorités ont rapidement ouvert une enquête pour traduire les auteurs en justice. Shelby Isaac a été identifiée comme la principale suspecte et a été inculpée de meurtre au premier degré. Le poids des preuves contre elle était considérable.
et l'accusation était déterminée à obtenir justice pour les victimes et leurs familles endeuillées. Le procès qui s'ensuit est un spectacle saisissant, qui capte l'attention de toute la communauté. La tension régnait dans la salle d'audience, tandis que l'accusation présentait son dossier, exposant méticuleusement les preuves à charge contre Isaac. Les témoins se succèdent à la barre, racontant les événements de cette nuit tragique et brossant un tableau saisissant de la colère et de la violence qui l'habitait. Victoria C.A., une co-accusée qui a témoigné contre Isaac, a été un témoin crucial du procès. Le témoignage de Victoria C.A. a permis de mieux comprendre le mobile du crime et de faire la lumière sur les événements qui ont précédé cette nuit fatidique. Son récit a brossé un tableau effrayant de la colère d'Isaac et de sa détermination à récupérer son argent, quelles qu'en soient les conséquences. Au fur et à mesure que le procès avançait, les émotions étaient à leur comble. Les familles des victimes, toujours aux prises avec leurs pertes inimaginables, cherchaient du réconfort dans la poursuite de la justice. La défense, quant à elle, s'est battue bec et ongles pour jeter le doute sur le dossier de l'accusation, en tentant de dépeindre Isaac comme une victime à part entière. Mais en fin de compte, les preuves ont parlé d'elles-mêmes. Après de longues délibérations, le jury a rendu son verdict. Shelby Isaac a été reconnu coupable, non pas de meurtre au premier degré, mais des charges moins graves de meurtre au second degré d'Eddie Tate, d'homicide par imprudence d'Edwina Thomas et d'homicide par négligence criminelle de l'enfant à naître. Le juge, James LaMay, préside les débats et examine attentivement la gravité des crimes commis. La question que tout le monde se pose est la suivante. Quelle sera la punition infligée à Shelby Isaac? Le jour J arrive enfin. Shelby Isaac s'assoit tranquillement dans la salle d'audience, la tête baissée sur ses genoux, tandis que le juge LaMay prononce sa sentence sur le premier chef d'accusation. La salle retient son souffle, tandis que les mots de la juge résonnent dans l'air, scellant le destin d'Isaac. Elle a été condamnée à 30 ans de prison, une vie à jamais altérée par sa colère et les conséquences dévastatrices de ses actes. Shelby Isaac s'est effondrée en entendant le verdict de culpabilité, pleurant sa mère. C'est un moment qui illustre les émotions brutes et le poids des conséquences qu'elle doit maintenant affronter. Kimberly Kessler. Notre dernier cas se situe dans une salle d'audience du comté de Nassau, en Floride, où Kimberly Kessler est sur le point d'être condamnée pour le meurtre de sa collègue, Jolene Cummings. Le comportement perturbateur de Kimberly Kessler et ses actions choquantes pendant le procès n'ont fait que renforcer la sévérité de sa peine. Préparez-vous car cette affaire est remplie de faits incroyables et de détails choquants qui vous tiendront en haleine. En mai 2018, la ville tranquille de Fernandina Beach, en Floride, a été secouée par la disparition soudaine de Jolene Cummings, 34 ans. Jolene, mère de 3 enfants, était coiffeuse au salon de coiffure Tangles, où elle travaillait aux côtés de sa collègue, Kimberly Kessler. La chronologie de la disparition de Jolene est remplie d'événements mystérieux. Le 12 mai 2018, on croyait que Jolene était la dernière personne à l'avoir vue vivante. C'était le jour de la fête des mères, et Jolene avait prévu de passer la journée avec ses enfants. Cependant, elle n'est pas venue les chercher le lendemain, ce qui a suscité l'inquiétude de ses proches. Le 14 mai, l'absence de Jolene de son travail au salon de coiffure Tangles a déclenché encore plus de sonnettes d'alarme. Ses collègues et amis ont compris que quelque chose n'allait pas du tout. Ils ont signalé sa disparition et l'enquête a commencé. En creusant l'affaire, les autorités ont découvert des images de surveillance qui allaient constituer un élément de preuve crucial. On y voit Kimberly Kessler, également connue sous le nom de Jennifer Sieber, abandonner la Ford Explorer de Jolene dans un parking de Home Depot le 13 mai. Cette découverte a immédiatement fait de Kimberly Kessler une personne d'intérêt dans l'enquête. Le 16 mai, Madame Kessler a été retrouvée endormie dans une voiture sur une aire de repos de l'Interstate 95, dans le comté de St. La police l'a placée en garde à vue, dans l'espoir d'obtenir des réponses sur le sort de Jolene. Cependant, le mystère s'est épaissi, car le corps de Jolene était introuvable. Un examen plus approfondi des images de surveillance a révélé des détails encore plus troublants. Le même week-end, Kessler a été vu en train de jeter un sac poubelle et de vider une poubelle dans les bennes à ordures situées à proximité du salon de coiffure. Cela a conduit les enquêteurs, avec l'aide du FBI, à mener des recherches pendant une semaine dans la décharge de Chesser, dans le comté de Charlton, en Géorgie. Au cours de la perquisition, des éléments de preuve sont apparus qui suggèrent qu'une lutte a eu lieu dans le salon. Le sang de Jolene a été retrouvé sur les ciseaux et les bottes de Kessler, ce qui donne une image sinistre de ce qui a pu se passer. Il est apparu clairement que Kessler avait méticuleusement planifié et exécuté un crime odieux. Une enquête plus approfondie a révélé que Kessler avait acheté plusieurs articles, dont un couteau à découper électrique, des attaches de fermeture éclair et des sacs à ordures, qui auraient été utilisés pour nettoyer la scène du crime et se débarrasser du corps de Jolene. Les détails glaçants du crime ont provoqué une onde de choc au sein de la communauté.
Au fur et à mesure que les preuves contre Kessler s'accumulaient, elle a d'abord été inculpée pour le vol du véhicule utilitaire sport de Jolene et maintenue en détention moyennant une caution de 500 000 $. Cependant, au fur et à mesure que l'enquête progressait, les charges se sont aggravées pour devenir un meurtre au premier degré. Le poids des preuves contre elle était indéniable. Tout au long de la procédure judiciaire, le comportement perturbateur de Kessler et ses problèmes de santé mentale sont devenus évidents. Elle a refusé de participer au procès, provoquant des perturbations lors de ses brèves apparitions au tribunal. La détérioration de son état physique et mental, marquée par une perte de poids extrême et un comportement inquiétant, n'a fait qu'ajouter à la complexité de l'affaire. En décembre, après un examen approfondi des preuves et des témoignages, le jury a rendu son verdict. Kimberly Kessler a été reconnue coupable de meurtre au premier degré et de vol de voiture. La peine obligatoire pour ce crime, lorsque la peine de mort n'est pas requise, est la réclusion à perpétuité. La salle d'audience était remplie d'un mélange de soulagement et de tristesse lorsque le juge, James Daniel, a prononcé la sentence. Il a précisé que même si la peine n'était pas obligatoire, la réclusion à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle, serait appropriée compte tenu de la gravité du crime. C'est ainsi que s'achève notre voyage à travers les cas choquants de Karen, en colère, réagissant à une condamnation à perpétuité. Il nous rappelle la psyché humaine lorsqu'elle est confrontée aux conséquences de ses actes. Pour d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci, cliquez sur les cartes qui s'affichent sur vos écrans, et je vous attends.